L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Hello la team, comment ça va aujourd'hui? La draft NBA 2025 est déjà terminée, et maintenant que la poussière est retombée, il est temps de faire les comptes. Comme chaque année, je respecte la tradition, place à mon débrief complet des winners et des losers de cette semaine de draft. Du coup, encore une fois, et désolé pour ça, pas de sondage cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, ça revient dès dimanche. Si ça vous chauffe de choisir le prochain sujet, vous savez où ça se passe, rendez-vous tout de suite sur Instagram. Mais revenons à notre draft, qui a brillé, qui s'est loupé, qui a drafté malin, et qui va le regretter pendant des années. On va tout passer au crible avec du concret, des analyses et un peu de mauvaise foi aussi bien sûr, ça fait partie du jeu. Alors installez-vous bien, c'est parti pour un gros débrief. Qui a tout gagné, qui a tout perdu lors de cette draft NBA 2025? Réponse tout de suite. Mais avant qu'on y aille, petite parenthèse importante, ça va être très rapide. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, tous mes contenus sont désormais disponibles sur Spotify. Ouais, j'ai signé un partenariat d'exclusivité avec eux depuis qu'ils se sont focus sur les podcasts vidéo, et je suis bien content de pouvoir vous retrouver là-bas aussi désormais. Vidéo ou seulement audio, c'est vous qui choisissez. Moi, ça me permet d'élargir un peu mon audience, et vous, ça vous permet de m'écouter absolument partout, en voiture notamment. Par contre, comme à chaque fois qu'on se lance sur une nouvelle plateforme, c'est toujours compliqué de percer. Du coup, c'est là que je fais appel à vous. Go vous abonner pour apporter de la force et me mettre une petite note 5 étoiles pour faire péter l'algorithme. Ce serait vraiment top de pouvoir compter sur vous là-dessus. Mais bref, pour revenir à la draft, pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Si vous avez suivi un peu la chaîne ces derniers jours, vous savez que j'ai essayé de jouer les devins. J'ai sorti une mock draft pour tenter de prédire ce qui allait se passer, et aussi une vidéo dans laquelle je me suis fait plaisir en imaginant les trades que j'aurais aimé voir. Alors évidemment, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Spoiler, le premier tour, c'était la foire. Mais ça aussi, c'est le jeu. Et en vrai, c'est ce qui rend cette soirée aussi imprévisible qu'excitante. Ceci dit, je vais pas faire genre non plus, j'ai tout raté, hein. J'ai aussi visé juste sur 2-3 trucs, et je vais pas le cacher, j'en suis pas peu fier. Donc si vous avez raté ça ou que vous débarquez, n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette vidéo. La mock notamment peut encore vous servir pour apprendre à mieux connaître les rookies choisis au premier tour, parce qu'on va forcément beaucoup parler d'eux cet été, et la saison prochaine. Mais bref, si j'ai pas réussi à tout anticiper, c'est aussi parce qu'il y a eu énormément de trades dans cette semaine de draft. Des vrais, des gros, Adam Silver a vu bouger Kevin Durant, Jrue Holiday, Anthony Simons, Desmond Bane, Kristaps Porzingis, Jordan Poole, CJ McCollum, tous ont changé de crèmerie à une vitesse folle. Autant vous dire qu'en quelques jours, les rosters ont été secoués dans tous les sens, et forcément ça a fait bouger les priorités de pas mal de franchises au moment de faire leur choix. Entre les échanges de pics, les décisions surprises, les prospects qui glissent, et ceux qui popent de façon complètement inattendue, on a eu droit à tout cette année. Alors ouais, aujourd'hui l'idée c'est pas de refaire tout le premier tour pic par pic, non, ce que je vous propose c'est de prendre un peu de recul et de voir ensemble qui selon moi ressort de cette draft comme de vrais gagnants, et qui au contraire a complètement raté le coche. Et pour commencer, je vais vous parler du genre de scénario que les agents de joueurs détestent, mais que moi j'adore commenter. Ace Bailey, l'un des prospects les plus attendus de cette QV 2025, a clairement joué une partie de poker pendant tout le processus pré-draft. Le mec était annoncé top 3 partout, certains l'avaient même vu comme potentiel top 2 à un moment, et pourtant, le soir de la draft, il a glissé jusqu'à la 5e position. Pourquoi? Parce que visiblement, lui et son camp ont voulu manipuler un peu les choses pour l'envoyer vers une destination qui l'arrangeait plus, genre Washington, New Orleans, Brooklyn, mais sûrement pas Utah. Sauf que voilà, t'as beau essayer de tenter des bluffs à la draft, c'est pas toi qui as les cartes en main. Et le Jazz a clairement montré qu'il s'en foutait de ce que pensait Ace Bailey. Les dirigeants l'ont pris, point barre. Alors ouais, moi j'ai l'impression que sur le papier, au moins, l'ancien de Rutgers ressort comme l'un des grands perdants. Il a fait 0 workout, refusé des entretiens, annulé un rendez-vous avec les Sixers à la dernière minute, et il finit par être sélectionné par une franchise qu'il ne voulait pas. Derrière, t'as une pluie de critiques qui tombe, normal. Image brouillée, réputation entamée, et tout ça dès le jour 1. Pas vraiment l'idéal pour lancer une carrière NBA. Mais maintenant que ça c'est dit, qu'on a parlé un petit peu de son image hors basket, parlons du terrain. Parce qu'en vrai, en termes de fit pur, ce choix par le Jazz, ça pourrait bien être la meilleure chose qui pouvait arriver. Utah est en galère de scoring, il manque de créativité offensive, il cherche un joueur capable de mettre des gros tirs, d'attaquer, de faire vibrer toute une salle, voire toute une ville. Et ça, Bailey peut clairement le faire, ça correspond exactement à ce pourquoi il va être payé. Il a un profil moderne par excellence, un ailier long, athlétique, capable de défendre plusieurs postes, de shooter, et surtout un vrai
vrai potentiel de scoreur à 1 contre 1. Il doit encore bosser sa régularité et son tir extérieur, ok, mais en termes de talent brut, on parle d'un joueur qui peut devenir un vrai pilier à Salt Lake City. Et comme si ça ne suffisait pas, le soir du premier tour, le Jazz a aussi mis la main sur Walter Clayton Jr. Un arrière clutch de 22 ans, mature, expérimenté, capable de jouer avec ou sans ballon, bon shooter, champion universitaire avec Florida, et qui a montré qu'il n'avait pas peur des moments chauds. Ça aussi c'est une très bonne pioche. Alors ouais, sur le coup, Ace Bailey a peut-être perdu sa bataille d'ego. Tant pis pour lui. Mais à Utah, on sort comme des gagnants de cette draft, parce que le Jazz repart avec 2 joueurs qui, s'ils se développent bien, peuvent totalement changer le visage de la franchise à moyen terme. Bailey ne voulait peut-être pas venir à Salt Lake City, mais s'il fait ce qu'il faut, c'est peut-être bien là-bas qu'il deviendra une star. Par contre, malgré les moves qu'ils ont fait ensuite, s'il y a une team pour laquelle j'ai toujours énormément de doutes, c'est bien les Suns. Je sais pourtant que certains pensent le contraire, j'ai même vu passer des commentaires qui disaient que récupérer Jalen Green pour Kevin Durant c'était une masterclass. Moi perso, j'ai du mal à voir le positif là-dedans. En fait, si je prends un peu de recul, j'ai même envie de dire assez assurément que les Suns font partie des principaux perdants de cette semaine de draft. Déjà parlons du cas de Jalen Green, pour moi c'est là qu'il y a le plus de confusion. Oui, il est jeune, oui, il a du talent, mais faut pas non plus totalement se laisser aveugler par les highlights. Quand tu creuses un peu, tu vois une sélection de tirs catastrophique, une efficacité douteuse, des pourcentages qui piquent les yeux et une irrégularité qui commence à durer. Et en prime, il débarque dans une équipe où les 2 autres meilleurs joueurs, Devin Booker et Bradley Beal, jouent au même poste que lui. Ça veut dire quoi? Qu'il va devoir changer son jeu, être relégué à un rôle secondaire, changer de poste, ou encore qu'à nouveau, Phoenix va devoir bricoler un effectif sans aucun équilibre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, ça pue le sac de nœuds à plein nez. Surtout qu'avec ça, et c'est bien ça qui m'embête le plus, il y a son contrat, 3 ans, 105 millions, c'est énorme, trop énorme pour ce que Green a montré jusque-là. On parle d'un mec surpayé qui n'offre que peu de garanties et dont la toxicité du salaire risque de plomber la flexibilité financière de la franchise. Avec Bill et sa no trade clause déjà dans les pattes, tu rajoutes encore un contrat difficile à bouger. Franchement, ça commence à faire beaucoup de points d'interrogation de mon côté pour les Suns. Alors oui, en échange de KD, t'as récupéré Green, Dillon Brooks, le pick 10 devenu Kaman Maluach, et t'as aussi mis la main sur Mark Williams via un autre trade. Sur le papier, j'avoue que ça semble finalement pas si mal pour un vétéran de 36 ans free agent en 2026 qui voulait se barrer, mais en réalité, quand on creuse un peu, t'as échangé un franchise player contre des pièces qui ne s'assemblent pas, et tu prends le risque de te retrouver dans une position encore plus compliquée à gérer. Parce que là, sans rire, les Suns ont stocké les pivots comme si c'était des cartes Panini. Kaman Maluach, Mark Williams, Nick Richards, tu fais quoi avec tout ça? Tu fais un line-up ultra big ball avec 3 postes 5, il va falloir en bouger au moins un, c'est sûr, sauf que tout le monde le sait, et Phoenix va se faire plumer. Je trouve la gestion des actifs extrêmement mauvaise dans l'Arizona. Alors après, peut-être que je me trompe, et c'est vraiment tout ce que je souhaite aux pauvres fans de la franchise. Peut-être que Jordan Hott, le nouveau coach, va trouver la solution miracle, peut-être que Maluach va exploser et résoudre tous les soucis défensifs, peut-être que Williams arrivera enfin à rester en bonne santé, peut-être que Green va trouver sa régularité, peut-être, mais aujourd'hui, à l'instant T, entre les paris risqués, les profils qui se marchent dessus et les contrats qui te pénalisent, j'ai du mal à penser autre chose. Pour moi, Phoenix n'a pas géré cette période comme il fallait. Maintenant, évoquons les Pelicans, et oui, ils ont été actifs, très actifs même. Joe Dumars a monté des trades, bougé des pics, récupéré du talent, mais quand on regarde de plus près, franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut faire. Au vu de ce qu'il s'est passé, pour moi, c'est clair, la franchise de Nola fait elle aussi partie des principaux perdants de cette draft. Tu montes de 10 places pour aller choper Derrick Queen à la 13e position. Ok, pourquoi pas. C'est un joueur intriguant, un intérieur hyper doué techniquement, qui a des mains en or et du toucher près du cercle, mais derrière cette montée, il y a un prix, et pas un petit. T'as lâché un premier tour 2026 non protégé, pas top 10 protégé, pas loterie protégée, non pas protégé du tout. Et là je me dis, mais vous êtes sûrs de vous les gars? Parce que ce pic 2026, ouvrez les yeux, il pourrait être extrêmement haut. Ce sera soit celui des Pelicans, soit celui des Bucks, selon lequel est le meilleur. Et spoiler, avec Giannis potentiellement sur le départ et une équipe qui va peut-être exploser d'ici là, tu prends un vrai risque en t'en séparant. Et le pire, c'est que tu fais ça pour un joueur, Queen, qui au moins sur le papier ne semble pas du tout fité avec Zion. Les deux aiment opérer dans les mêmes zones, ils occupent les mêmes espaces, les deux ont une défense suspecte, les deux ont besoin de spacing, c'est pas complémentaire, c'est redondant. Surtout que c'est pas fini, dans la même semaine, à Nola, tu fais venir Jordan Poole. Tu lâches CJ McCollum, Kelly Olynyk et un second tour pour Poole et Saddiq Bey. Là encore, Poole est plus jeune, il peut scorer, mais son irrégularité est légendaire. Dire que sa saison chez les Wizards ressemble à des montagnes russes, c'est un euphémisme. T'as pris un contrat plus long, plus cher pour un gars qui n'est même pas sûr d'apporter plus que McCollum. Poole et Fierce sur le backcourt qui a été drafté en 7 en attendant que Murray revienne, ça peut croquer très très fort. Après oui, je veux pas non plus voir les choses seulement du côté noir, il y a du talent pour Willie Green à disposition. Fierce, Queen, Poole, Zion, Murphy, Herb Jones, Missy, Alvarado, tout ça sur le papier c'est sexy pour lui, des solutions il en a, mais dans la réalité c'est déséquilibré, c'est cher et c'est ultra dépendant de la santé de Zion, du retour de blessure de Murray, de la progression d'un rookie
rookie et de l'éveil d'un pool qu'on n'a pas vu au top depuis trop longtemps. Tu parles d'un pari. Je comprends que la nouvelle direction va y marquer le coup à son arrivée, mais tu peux aussi marquer le coup en prenant des décisions cohérentes, c'est mieux. Là, je vois un front office qui flambe ses assets comme sur NBA 2K. Peut-être que dans 2 ans, on dira qu'ils ont été visionnaires, hein, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, à chaud, je ne vois que du flou, du risque et une impression persistante que les Pels ont payé bien trop cher pour bien trop peu. Après, je veux parler de Washington, et comment dire, j'ai envie de les encourager, vraiment. Parce qu'en surface, on pourrait croire qu'ils avancent dans la bonne direction. Ils ont de la jeunesse, ils récupèrent des assets, ils libèrent de la masse salariale, mais à chaque fois qu'ils doivent prendre une décision un peu cruciale, j'ai l'impression que les dieux du basket se retournent contre eux. La draft 2025 aurait pu représenter un petit tournant, et honnêtement, c'est ce que j'espérais. Ils avaient le pick 6 et tout indiquait qu'ils voulaient Ace Bailey. Et là, bam, le Jazz le prend juste avant, avec le pick numéro 5. Coup dur. Et dans la foulée, les Wizards se rabattent sur Trey Johnson. C'est pas un mauvais joueur, loin de là, il a un vrai toucher, un shoot en pull-up ultra fluide, une belle palette offensive et du sérieux dans l'attitude, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a glissé du franchise player potentiel à un bon joueur de rotation, au mieux un titulaire solide, et que c'est typiquement ce genre de virage qui ralentit une reconstruction. Et puis il y a le trade toujours entre Poole et McCollum, que j'ai vraiment du mal à comprendre, des deux côtés. Financièrement ça se tient, McCollum est en fin de contrat, Poole était encore là pour 2 ans, et les Wizards libèrent du cap pour 2026. Parfait sur le papier. Mais dans les faits, t'échanges un jeune qui colle peut-être pas au projet contre un vétéran de trentenaire dans une équipe qui va enchaîner les défaites. McCollum va jouer, peut-être encadrer les jeunes, ok, mais quoi de plus? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller chercher un petit peu plus de jeunesse pour entourer les jeunes comme Koulibaly et Sarr? Après, au moins eux à Washington, je suis pas en train de dire qu'ils font n'importe quoi. Au contraire, ils nettoient comme ils peuvent les dégâts de l'ère Bradley Beal, mais c'est comme s'ils avaient une idée globale cohérente et qu'au moment de l'exécuter, hop, un grain de sable débarque toujours pour les empêcher de passer un vrai cap. Dommage d'avoir raté Bailey, dommage d'avoir récupéré un McCollum dont le rôle reste flou. Et oui, dommage, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai potentiel chez ces Wizards. Chez les Nets aussi d'ailleurs, il y a un vrai potentiel, et eux ils ont un peu fait l'inverse que ce qu'a fait Washington. À Brooklyn, on a clairement fait dans l'excès cette année. L'équipe avait 5 choix au premier tour, 5. Personne n'avait jamais fait ça dans l'histoire de la NBA, et ils les ont tous utilisés ces picks. Pas un trade pour monter, pas un package pour aller chercher un vétéran, non, 5 rookies sélectionnés, 5 paris, mais un seul dans la loterie. Maintenant oui, c'est vrai que sur le papier, toute cette jeunesse c'est excitant. Tu veux reconstruire, très bien, vas-y à fond, tu prends Egor Demin, un playmaker géant mais avec un tir incertain, tu prends Nolan Traoré, flashy, explosif mais peut-être pas encore NBA ready, tu prends Drake Powell, un sacré athlète mais toujours très brut, tu prends Ben Saraf, un meneur ultra technique mais qui risque de galérer en défense. 4 arrières avec leurs 4 choix les mieux placés, c'est pas un peu beaucoup? Tu rajoutes Danny Wolf, un intérieur qui a du toucher mais très peu de mobilité, et oui, il y a du potentiel dans ce groupe. Si 2 ou 3 perces, ça peut très vite faire basculer la franchise dans une bonne dynamique, mais j'ai du mal à ne pas voir la prise de risque extrême. 5 rookies dans une rotation, c'est ingérable, ils vont se marcher dessus. Jordi Fernandez ne va pas pouvoir développer tout le monde correctement, surtout quand on voit que la plupart évoluent au même poste. Il y a trop de profils qui se superposent. Quand t'as 5 choix, t'es censé avoir la main, tu essayes de trade up, tu vas choper un gros poisson. Là, les Nets se sont contentés de jouer leurs cartes, ok, mais sans vraiment tenter d'optimiser. Après, est-ce que ça peut marcher? Bien sûr, je ne suis pas que négatif. Tous ces joueurs ont du talent. Dans la situation de Brooklyn, je comprends l'envie d'y aller à fond, mais pour moi, c'est trop une stratégie tout ou rien calquée sur la réussite de Sam Presti. Ce projet, soit ça devient un exemple de reconstruction réussie, soit ça devient une usine à frustration, avec trop de projets, pas assez de place et des joueurs qui stagnent parce que l'environnement n'est pas bon. C'est audacieux, c'est original, mais c'est peut-être beaucoup trop en une seule fois. Mais bref, stop, vous allez penser que je suis un rageux. Jusque-là, j'ai passé mon temps à critiquer les front office et à principalement porter mon focus sur les perdants. Du coup, évoquons les Mavs, qui comme prévu sont allés chercher Cooper Flagg, un coup de bol monumental transformé en décision limpide. Pour moi, les Mavericks sont les grands gagnants de cette semaine de draft, y a pas débat. Faut se remettre dans le contexte, ils avaient moins de 2% de chance de choper le premier pick, et bim, c'est pour eux. Et ce que tu fais, après un tel miracle, c'est que tu ramasses Cooper Flagg sans te poser de questions. Le gamin coche toutes les cases, défense, création, QI basket, intensité, tir, vision, mental, le genre de prospect unique sur qui tu comptes pour rebâtir une franchise. Après le trade de Luka et le chaos que ça a entraîné, c'est absolument ce qu'il fallait à l'équipe texane. Flagg, c'est pas juste un bon joueur, c'est un mec qui va pouvoir s'intégrer tout de suite, parce qu'il sait jouer sans le ballon, parce qu'il défend déjà comme un vétéran, et parce qu'il a pas besoin de 25 shoots par match pour exister. Il arrive dans une équipe avec Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson, pas besoin de le jeter dans le feu comme première option, il peut apprendre, s'adapter et monter en puissance tranquillement. C'est rare pour un premier choix d'avoir dès le départ un environnement aussi équilibré autour de lui. Et Nico
Nico Harrison, pour une fois, n'a pas surjoué le truc. Pas de move chelou, pas de tentative de trade désespérée pour la hype. Il a simplement fait ce qu'il fallait, et même en dehors du pic, il a bien bossé. L'extension de Gafford est propre, le nouveau contrat de Kyrie est mieux structuré, ça donne de la flexibilité. Il pourrait même se servir de la mid-level exception pour aller chercher un backup crédible en attendant le retour de blessure d'Irving. On parle de D'Angelo Russell dans les rumeurs. Franchement, ça fait du bien en vrai de voir les Mavericks prendre les bonnes décisions. Alors bien sûr, après, rien ne répare non plus totalement le départ de Luka Doncic. Mais avec ce qu'ils ont fait cette semaine, les Mavs ont enfin réussi à retourner le momentum. Ils ont une base, ils ont un gamin autour duquel construire, et surtout, ils ont rendu l'espoir à nouveau crédible à Dallas. Et rien que pour ça, ils méritent qu'on les place parmi les gagnants. Et pour les Hawks, c'est la même. Je ne savais pas vraiment où ils allaient, et je trouve qu'ils ont vraiment géré. Au-delà de mes attentes en tout cas, c'est pas flashy, c'est pas bruyant, mais c'est ultra stratégique, et honnêtement je suis impressionné. D'abord il commence par profiter du dégraissage fiscal de Boston pour récupérer Kristaps Porzingis. À ce prix-là, c'est presque un vol. Un vrai stretch 5, un géant expert du pick and pop pour Trae Young, capable de punir les switches, d'étirer les défenses et de finir au cercle. C'est littéralement le profil que le meneur n'a jamais eu autour de lui. Alors oui, Porzingis c'est fragile, on le sait, mais dans un contexte où t'as besoin de secouer la hiérarchie à l'Est, c'est le genre de pari qui peut te propulser dans une autre dimension ou te coûter très cher. Mais bon, rien ne bouge quand on ne prend pas de risque. Et ensuite, ce que j'adore, c'est comment ils ont réussi à gérer leur pick numéro 13. Plutôt que de rester coincés avec un choix qui les intéressait à moitié, ils l'ont envoyé à New Orleans contre le pick 23 et un premier tour non protégé en 2026, le meilleur entre celui des Pelicans et celui des Bucks. Un coup de génie. On en a parlé plus tôt, ces deux équipes-là pourraient exploser d'un moment à l'autre. Si Zion se blesse encore ou si Giannis commence à réclamer son départ, ce pick pourrait très vite finir dans le top 10. Onsi Saleh vient d'arriver à Atlanta en tant que GM et j'ai l'impression que c'est un véritable joueur d'échecs et il a pris un coup d'avance, c'est aussi simple que ça. Et le truc le plus fou, c'est qu'avec le pick numéro 23, ils ont réussi à choper Hassan Newell, un mec qu'ils ciblaient déjà avec le pick numéro 13. Un joueur qu'ils voulaient, plus un potentiel lottery pick en 2026, on appelle ça un hold-up. Newell, c'est pas un crack annoncé, mais c'est un intérieur longiligne, mobile, capable de défendre et de compléter une raquette qui devient sérieusement intéressante avec Okongwu, lui et Porzingis pour accompagner Jalen Johnson au poste 4. Et là maintenant, en l'état pour la saison 2025-2026, je trouve que Quinn Snyder a un vrai squelette. Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Rizaché, Jalen Johnson, Kristaps Porzingis, c'est des options en pagaille pour compléter le tout, avec en bonus du cap space, des trade exception, de la jeunesse et des pics. Qui aurait pu penser que les Hawks s'en sortiraient aussi bien? Pas moi en tout cas. Pour sa première draft, Saleh a montré qu'il avait une vraie vision. En fait pour moi, les Hawks, tout doucement, super discrètement, ils sont en train de refaire surface. Ils lâchent des boulets, ils grattent des assets, ils prennent des paris mesurés, et ils construisent un effectif qui commence à ressembler à quelque chose. Alors ouais, c'est pas une équipe qui a fait un grand splash le soir de la draft, mais si tu regardes tout ce qu'ils ont fait cette semaine, ça sent la masterclass à moyen terme. Et puis évoquons les Spurs aussi, qui encore et encore réussissent à prendre les bonnes décisions. Ils n'ont pas fait de bruit, ils n'ont pas tenté un move de zinzin, et pourtant ils sortent de cette draft avec un grand sourire et un roster qui continue de prendre une forme sacrément intrigante, et quand on regarde ça de près, difficile de ne pas les classer eux aussi parmi les gagnants de la semaine. Le choix de Dylan Harper avec le pick 2 s'était écrit depuis la loterie, pas de surprise là-dessus. Mais parfois t'as pas besoin de faire de grandes pirouettes pour prendre les bonnes décisions. Harper c'est un vrai moteur offensif, un meneur qui peut créer pour lui et pour les autres, et qui sait driver, finir, provoquer des fautes, et surtout qui va découvrir un tout nouveau monde en débarquant à San Antonio, parce que cette fois il n'aura plus à faire tout seul comme à Rutgers, il va pouvoir distribuer pour Wemby, lancer des pick and roll avec Fox et jouer aux côtés d'un Castle qui va pouvoir se concentrer sur ses points forts. Franchement, si ça clique, on tient peut-être le backcourt du futur dans le Texas. Et ce qui est intéressant avec Harper, c'est que contrairement à pas mal de top 2 dans l'histoire, il n'arrive pas comme le sauveur d'une franchise en crise. Il tombe dans une team qui a déjà son visage avec Victor, son créateur avec Fox et son rookie de l'année avec Castle. On parle souvent de la pression d'être un top pick, mais à mon avis, c'est lui qui est le mieux tombé parmi les 5 premiers. Et puis avec le choix numéro 14, les Spurs récupèrent Carter Bryant, comme je l'avais annoncé dans ma mock. Je l'ai vu dans les commentaires quand je l'ai proposé, pas mal d'entre vous étaient dubitatifs, mais moi j'y crois à ce choix. Rien d'extravagant c'est sûr, mais dans un effectif qui tourne autour d'un ovni comme Wemby, t'as pas besoin d'un deuxième feu d'artifice, t'as besoin de mecs qui font le taf. Bryant c'est du spacing, de la défense, de la polyvalence, et un profil de 3&D qui colle parfaitement à la philosophie des Spurs. Il vient compléter les pièces déjà en place sans déséquilibrer quoi que ce soit, ça me plaît beaucoup. Et ce que j'aime dans les choix de San Antonio, c'est la logique avec laquelle ils sont faits, encore, toujours. Pas de coup de poker, pas de précipitation, pas de trade hasardeux. On garde le pick 2, on prend le meilleur joueur disponible. On sécurise un role player avec le pick 14 qui colle avec le reste du projet et on avance. C'est peut-être pas le genre de stratégie qui fait les gros titres, mais c'est exactement le genre de stratégie qui construit une équipe solide, compétitive et prête à durer. Et dans le même style, il y a le Magic aussi. Typiquement le genre de franchise qui, ces dernières années, avance constamment sans faire de bruit. En cette semaine de draft, ils ont frappé plusieurs fois et ils l'ont fait intelligemment. Et franchement, à mes yeux, au vu de leur move, difficile de ne pas
les classer parmi les gagnants de cette cuvée. D'abord, il y a ce transfert pour Desmond Bane, et j'avoue que sur le coup, j'ai levé un sourcil en voyant le prix. 4 premiers tours, un swap et 2 roleplayers pour un gars qui n'a jamais été All-Star. Ouais, ça pique, on va pas se mentir. Mais en même temps, Desmond Bane, c'est exactement le profil qu'il manquait à Orlando. Un mec qui peut scorer, qui shoot à plus de 40% de loin en carrière, qui défend, qui passe, et qui peut même jouer le rôle de créateur secondaire quand il le faut. Autrement dit, un joueur complet, fiable, et qui vient enfin donner un peu d'oxygène offensif à une équipe qui étouffait par moments l'an dernier. Il va faire un bien fou au duo Banchero-Wagner, ça j'en suis persuadé. Il peut étirer le jeu, poser des écrans, initier des systèmes. En gros, il est complètement plug and play avec ce noyau dur. Quand tu balances un line-up avec Suggs, Bane, Wagner, Banchero et Wendell Carter Jr., t'as déjà un 5 solide sur les deux côtés du terrain. J'adore, même si ça manque un peu de création au poste 1. Et justement, bien conscients de leur faille, les dirigeants d'Orlando ne se sont pas arrêtés là. Avec le 25e choix, ils sont allés choper Jace Richardson, initialement prévu en fin de loterie. Et là aussi, chapeau, ça peut être un style. Richardson, c'est un combo garde capable de créer, de scorer, de rentrer ses tirs à 3 points et d'apporter de l'énergie en sortie de banc. Avec les manques du Magic au poste 1, c'est le genre de pari parfaitement logique. Alors oui, ils ont payé cher pour Bane, et oui, avec les contrats à venir, notamment celui de Banchero, Orlando va devoir jongler financièrement dans un futur proche. Mais l'Est est ouvert, les blessures de Tatum et d'Haliburton ont redistribué les cartes, et les Cavs, les Knicks, les Bucks ou même les Sixers ne font plus aussi peur qu'il y a encore quelques mois. C'était le bon moment pour tenter un coup. Je le sens bien, Orlando, comme Atlanta que j'ai évoqué un peu avant, peut faire partie des grosses surprises de cette saison 2025-2026. Ensuite, on peut dire que Hansen Young a vécu un rêve éveillé. Drafté en 16e position par les Blazers, le pivot de 2m16, surnommé par certains le Jokic chinois, a surpris tout le monde, même lui. Il s'attendait à entendre son nom beaucoup plus tard, et pour cause, dans la plupart des mocks, il n'était même pas dans le premier tour. Un truc de fou. Perso, je connaissais à peine son nom, je n'avais aucune idée de qui il était vraiment. Alors oui, ses mains sont immenses, sa vision du jeu est intrigante pour un joueur de cette taille, et sa saison en Chine a été marquée par des récompenses défensives, mais il reste un prospect très brut. Portland a peut-être été séduit par son potentiel de passeur ou par ses performances dans certaines compétitions internationales. Et pour lui, avoir été choisi aussi haut, aller choper autant de millions de dollars alors que ce n'était pas attendu, c'est jackpot franchement. Définitivement l'un des grands gagnants de cette soirée. Mais ce choix de Joe Cronin, c'est un pari très osé, surtout quand on sait que la raquette est déjà bien bouchée dans l'Oregon. C'est justement ça qui me fait dire que même si c'est une belle histoire pour le pivot, et même si on peut apprécier le fait que Portland fasse confiance à son scouting, ce choix me laisse hyper dubitatif. Peut-être que Young me fera mentir rapidement, hein, ou dans un futur plus lointain, mais là, actuellement, je dois le dire, j'ai du mal à comprendre ce que font les Blazers. Du côté de Boston, maintenant, le mot d'ordre de cette semaine, c'était flexibilité. En transférant Holiday à Portland et Porzingis à Atlanta, Brad Stevens a offert aux Celtics de l'air, du vrai. Ils vont économiser plus de 250 millions de dollars en taxes tout en récupérant Anthony Simons et en conservant le reste du noyau. Pour une équipe qui va vivre une année de transition avant le retour de Tatum, ce genre de manœuvre comptable, c'est tout sauf anodin. Pas de folie donc, même si la draft d'Hugo Gonzalez est intéressante, mais une situation complexe gérée de main de maître, encore une fois. On enchaîne avec une team qui avait déjà gagné avant même que la draft ne commence, les Sixers. Le simple fait de monter jusqu'au 3e choix à la loterie, c'était une bénédiction pour une franchise qui n'avait pas vraiment de marge de manœuvre avec un effectif aussi chargé. Mais ce qui rend Philadelphie encore plus gagnant cette semaine, c'est le profil qu'ils ont réussi à récupérer avec ce pick, VJ Edgecombe. Un joueur explosif, ultra athlétique, qui peut défendre, courir, couper, distribuer un peu, et qui surtout n'a pas besoin du ballon en permanence pour exister. Et ça, dans un contexte où tu joues avec Embiid, Paul George et Maxey, c'est juste parfait. Il va pouvoir contribuer tout de suite sans ralentir personne. Un rookie capable d'avoir de l'impact dans un roster qui a des ambitions, c'est rare, surtout quand t'es drafté si haut. Mais Edgecombe coche les cases, il peut être un stopper défensif, un finisseur en transition, et s'il développe sa régularité au tir et son dribble, on tient peut-être une vraie pépite. Dans une draft qui n'avait pas de star évidente après le top 2, Philadelphie a réussi à maximiser sa chance. Un pick sûrement bien plus safe que Ace Bailey, que j'avais prévu dans ma mock draft. Et puis il y a Chicago aussi, je les ai longtemps critiqués, mais leur construction commence enfin à ressembler à quelque chose. Noah Essangué avec le choix 12, c'est cadeau, le genre de pari plein de potentiel à seulement 18 ans qu'il faut savoir prendre. Parce que même si tout n'est pas encore en place, chez lui, son profil physique et son explosivité, c'est du très haut niveau. Le français attaque le cercle avec violence, il coupe bien, il court en transition, et il a ce petit truc instinctif pour être toujours au bon endroit. Avec un mec comme Josh Giddey à la main, s'il est re-signé, t'as besoin de mecs qui savent courir et finir. Noah, c'est exactement ce joueur-là. Et si, comme il se murmure, Patrick Williams finit par faire ses valises cet été, ça ouvrira encore plus de minutes pour lui. Karnichovas n'a pas tenté de réparer son effectif en urgence, il a misé sur le futur, le potentiel, le plafond. Je me dis qu'à moyen terme, le duo Essangué-Bouzelis peut devenir une des paires d'ailiers les plus longues, athlétiques et imprévisibles de la ligue. Et rien que pour ça, les Bulls méritent qu'on les mette dans la catégorie des gagnants de cette semaine, selon moi. Et tiens, tant qu'on y est, j'ai envie de parler des Grizzlies également. Je pensais que le départ de Bane allait vraiment faire mal, mais la contrepartie reçue est vraiment top. Surtout qu'ensuite, à la draft, la franchise du Tennessee a fait exactement ce qu'il fallait. Trade up pour aller chercher Cedric Howard, c'est un pari fort et ambitieux. Pour aller le chercher en 11, Zach Kleiman a lâché le pick 16, un pick
pick de 2028 et 2 seconds tours à Portland. Un gros package, c'est sûr, mais l'enjeu en valait la chandelle. Parce que Cedric Coward, c'est tout d'abord une trajectoire complètement improbable. Le mec a payé 25 000 $ pour jouer en Division 3, et quelques années plus tard, il est drafté top 11 en NBA. Rien que ça, c'est une masterclass de storytelling. Mais ce qui m'intéresse encore plus, plutôt que les histoires qui l'entourent, c'est son profil. Un ailier d'1m98 avec une envergure monstrueuse de 2m18, qui tourne à 39% à 3 points sur ses 3 saisons en D1 avec une vraie polyvalence défensive, de l'explosivité, une belle finition et même du potentiel dans la création avec le ballon. C'est typiquement le genre de profil qui peut s'avérer parfait entre Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Memphis avait besoin d'un ailier capable d'apporter du spacing, de défendre sur plusieurs positions et de contribuer dans un collectif, et Coward coche toutes ces cases. Avec lui, Tuoma Cisalo, le nouveau coach, va pouvoir se faire plaisir. Avec l'arrivée de Kentavious Caldwell-Pope et la progression attendue de Jalen Wells, les Grizzlies vont miser sur un trio complémentaire pour remplacer Desmond Bane. Alors oui, à court terme, c'est peut-être un léger recul sur le papier, mais Memphis gagne en flexibilité financière, en profondeur et en capital de draft, tout en mettant la main sur un prospect au profil rare. Pour moi, ce genre de move, ça sent très fort la franchise qui voit plus loin que le bout de son nez. D'ailleurs, à Miami aussi, je trouve qu'on a connu pas mal de réussites, même si ça se manifeste sous une autre forme. Les dirigeants n'ont pas fait de folie sur le marché des transferts, ils ont laissé filer les premiers pics, comme souvent, et se sont retrouvés avec un diamant brut qui a glissé bien plus bas que prévu. Kasparar Jakusionis, un meneur de grande taille, très bon passeur, intelligent, bon tireur en catch and shoot. Au début du processus, il était vu comme un potentiel top 10. Finalement, il tombe au 20e choix. Et devinez qu'il récupère Pat Riley, évidemment, ce vieux renard, adepte des bons coups. Alors oui, le Lituanien n'a pas le premier pas le plus rapide du monde et son manque d'explosivité pose question, mais dans une équipe qui cherche désespérément du sang neuf et du talent pur, c'est un pari à tenter. Surtout dans une organisation qui manque d'un meneur et sait développer ce genre de profil. Jakusionis va pouvoir apprendre dans un cadre structuré, derrière des vétérans, et intégrer peu à peu la rotation d'Eric Spoelstra comme d'autres l'ont fait avant lui. C'est un joueur qui peut rapidement gérer une seconde unit avec sa vision et son toucher. Quand tu peux drafter un mini Haliburton à la 20e position, tu fonces. Encore un joli coup pour Miami. Et avant qu'on finisse, faut aussi rapidement qu'on parle de Charlotte, une franchise qui traîne sa peine depuis des années maintenant. Et pour une fois, c'est aussi pour ça que je tiens à le signaler, je trouve qu'ils ont agi de manière plutôt cohérente. Drafter Con Knuppel en 4, c'est peut-être un peu haut, mais c'est un super shooter avec une vraie science du jeu et une capacité à occuper plusieurs postes, c'est nickel. Pas le plus flashy, pas le plus explosif, mais un fit très intelligent aux côtés de LaMelo Ball et Brandon Miller. Quand on sait que Charlotte était la pire équipe NBA en termes de pourcentage de réussite au tir l'an dernier, ça devient tout de suite plus intéressant. Mais ce n'est pas tout, les Hornets ont aussi réussi à envoyer Mark Williams à Phoenix, et après le deal avorté avec les Lakers à la dernière deadline, il fallait le faire bouger. En échange, ils ont récupéré le pick 29 qui leur a permis de drafter Liam McNeely, mais aussi un futur first round en 2029 protégé top 5. Ce n'est pas un blockbuster, mais dans une optique de reconstruction, ce genre de capital peut très vite devenir précieux. L'équipe est jeune, prometteuse, et surtout, enfin, les dirigeants semblent avoir un plan, ça me plaît. Mais enfin, avant de vous quitter, un mot sur les prospects internationaux, j'y tiens. Encore une fois, cette année, beaucoup d'entre eux ont su se frayer un chemin au premier tour. Vijay Adjocombe des Bahamas à Philly, Egor Domine le Russe à Brooklyn, Kaman Maluach le Soudanais à Phoenix, Noah Essingué le Français à Chicago, Yang Hansen le Chinois à Portland, Johan Béringer un autre tricolore à Minnesota, tout comme Nolan Traoré, Français lui aussi à Brooklyn. On a également eu Kasparas Jakusionis le Lituanien à Miami, Will Riley le Canadien à Washington, Ben Saraf Israélien à Brooklyn, tout comme son compatriote américano-israélien Danny Wolf chez les Nets lui aussi, mais aussi Hugo Gonzalez l'Espagnol à Boston et Yannick Conan Niederhauser le Suisse chez les Clippers. 13 prospects internationaux sur 30 au premier tour, sans même parler de ceux qui ont été draftés au second tour. Big up à nos Français d'ailleurs, Noah Pinda, Maxime Reynaud et Mohamed Diawara. L'exposition internationale progresse, les systèmes de formation s'exportent bien et l'adaptation à la NBA est de plus en plus rapide. Les rookies étrangers qui arrivaient il y a 10 ans comme des paris arrivent aujourd'hui avec de vraies garanties. Et cette draft l'a encore prouvé. Pour tous ces prospects, atterrir dans une ligue aussi exigeante, parfois même après une dégringolade dans les projections, c'est déjà une victoire. Reste à transformer l'essai maintenant. C'est pour ces raisons en fait que je trouve que les basketteurs internationaux font vraiment partie également des grands vainqueurs de cette soirée de draft. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça de votre côté? Qui sont selon vous les grands gagnants et les grands perdants de cette semaine de draft? Évoquez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire pour savoir si vous me rejoignez ou pas. N'hésitez pas à vous lâcher, franchement c'est le genre de sujet sur lequel il peut y avoir de très gros débats. Et n'oubliez pas, allez me suivre sur Instagram et Spotify.